Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors effectivement, je vais repartir exactement de là où Catherine a démarré, c'est-à-dire ce passage d'une période où on pensait qu'avec le code génétique, on pouvait avoir les réponses à toutes nos questions, à une période où on s'est rendu compte que le code génétique ne suffisait pas. Et c'est vrai que la génétique des maladies complexes a joué un rôle crucial là-dedans, parce qu'on s'est rendu compte que même quand on avait découvert quelques gènes de l'hypertension, quelques gènes impliqués dans la maladie de Crohn, eh bien, on était toujours incapable d'identifier les gens qui véritablement allaient développer de l'hypertension pour des causes génétiques et inversement d'empêcher les gens de développer cette hypertension. Pour le dire différemment, on sait maintenant que l'information génétique seule ne suffit pas. Et je pense à un épisode de série télévisée dans lequel un personnage a accès à toutes ses capacités de son cerveau, donc il est très très fort en calcul, et il utilise simplement la liste des bases de l'ADN d'un suspect, et à partir de là, il est capable de prédire son portrait robot. Voilà le type de fantasme qu'on a eu pendant longtemps, comme s'il suffisait de lire les bases d'ADN pour pouvoir créer un portrait robot complet d'un individu, et on sait maintenant que cette information génétique ne suffit pas. Alors on s'est dit, peut-être que le problème c'est le type d'information qu'on utilise, peut-être qu'il faut plus d'informations, et si on avait plus d'informations, est-ce qu'on arriverait à avoir plus de prédictions? Et ça, il me semble que c'est une idée très forte dans l'histoire de la génétique et de la génomique qui s'est imposée, et donc dans un premier temps on est passé de la génétique à la génomique, comme le dit le titre de cette conférence, et on s'est dit qu'on allait aller chercher d'autres informations, et donc pas simplement le code tel qu'il est écrit, mais par exemple, qu'est-ce qui est véritablement codé, qu'est-ce qui est véritablement exprimé. Et donc on s'est intéressé par exemple au transcriptome, à l'ensemble des ARN qui étaient exprimés. Alors ça fait un nombre d'informations considérables supplémentaires. Pardon, là c'est mieux. Ensuite, on s'est dit, peut-être que le transcriptome, c'est toujours pas suffisant. Et qu'il faudrait avoir, pas simplement l'ADN qui est véritablement exprimé sous forme d'ARN, mais aussi la manière dont cet ARN est modulé, la manière dont cette expression est modulée. Et on s'est intéressé aux facteurs de transcription, à tout ce qui peut moduler l'expression des gènes. Puis on s'est rendu compte qu'on n'avait toujours pas à tout prédire, à tout expliquer, et on s'est dit, alors peut-être que ce qu'il faut regarder aussi, c'est tout ce qui est l'épigénome. L'épigénome, l'épigénétique, c'est ce qui est en train de se développer à l'heure actuelle, c'est l'ensemble des modifications qui sont acquises au cours de la vie d'un individu, qui peuvent être transmises éventuellement des parents aux enfants, qui sont souvent réversibles, mais qui ne sont pas des modifications de l'ADN lui-même, mais qui entraînent des modifications de son expression. En général, ça passe par la chromatine, par exemple, autour de l'ADN. Alors, on s'est dit peut-être qu'avec cet épigénome, on va avoir des réponses. Et donc, on va toujours vers plus d'informations. Et j'irai encore plus loin, il y a eu 2 mini-séismes assez récents dans ce déluge de l'information qui ne semble ne jamais s'arrêter. Le premier, c'est la découverte que l'ADN poubelle était en fait utile. Alors l'ADN poubelle, en fait, jusqu'ici, on pensait qu'il y avait que 1 à 2% de l'ADN d'un individu qui était utile, qui codait des protéines, qui faisait quelque chose, si j'ose dire. Tout le reste, on pensait que c'était du déchet évolutionnaire, on appelait ça le junk DNA, l'ADN poubelle, et on pensait que ça servait à rien. En fait, ça sert à beaucoup de choses, et probablement que c'est une espèce de système de modulation considérable de l'information génétique, et que justement pour la modulation de l'expression de ce qui se passe avec les gènes, c'est là qu'on a probablement beaucoup de réponses à trouver. Donc vous imaginez qu'on a quasiment 98% de l'ADN auquel on ne s'est pas intéressé pendant des années. Donc, toute cette information-là, elle n'est pas encore disponible. L'autre grande révolution, c'est de se dire qu'en fait, l'ADN de l'être humain, de l'individu seul, n'est qu'une toute petite partie de l'ADN qui me compose. Parce qu'en fait, il y a énormément de bactéries, et c'est le microbiome et la découverte qu'en fait, il y a 10 exposant 14 bactéries avec un génome qui me constituent et qui interagissent avec mon ADN initial pour moduler mon système immunitaire, pour moduler ma sensibilité aux maladies, aux allergies, à des tonnes de fonctions physiologiques qui sont liées à de la physiopathologie. Et donc, on a toujours plus d'informations à aller chercher. Là, 10 exposant 14 génomes de bactéries, c'est considérable.
Donc, est-ce que plus d'informations, c'est plus de prédictions ? Surtout, est-ce que toute cette information, elle est disponible ? Parce que ce qu'on a dit, c'est justement avant, cette information, elle était difficile à avoir. Le séquençage de l'ADN, c'était long. C'était long d'avoir le génome de quelqu'un. Ça coûtait très très cher. Et puis maintenant, on peut avoir un génome en quelques heures, et puis pour 200, 300 €. Alors, avec une réduction du coût pareil, ça devrait être formidable. On a tellement plus d'informations et tellement plus d'accès facile et peu cher à cette information. J'espère bien qu'on va avoir plus de prédictions. Bon, comme Catherine l'a dit, c'est pas gagné. C'est toujours pas gagné. Et puis, c'est d'autant moins gagné que cette information, est-ce qu'on l'a vraiment et est-ce qu'on va vraiment pouvoir l'avoir aussi facilement que ce qu'on nous dit ? Est-ce que les big data, c'est si facile que ça d'y avoir accès ? Et là, il me semble qu'il y a plusieurs limites dont on parle peu, mais dont on va parler de plus en plus. La première, c'est une limite de stockage. Toute cette information, c'est une masse considérable, vous imaginez, pour un individu. Mais alors, si on prévoit, si on promet, comme c'est écrit effectivement dans des tonnes de journaux, le génome à tout le monde, l'exome à tout le monde, votre microbiome à chacun d'entre vous, ça veut dire qu'il faut stocker toute cette information. Ça veut dire qu'il faut la mettre quelque part. Et puis, à force de faire tous ces génomes, quand même, ça coûte aussi un petit peu d'argent. Donc, est-ce que c'est si peu coûteux que ça et est-ce que c'est si facilement accessible que ça ? C'est pas sûr. Et puis, toute cette information, il faut encore être capable de la traiter. Et ça, c'est les limites computationnelles. Et on sait aujourd'hui qu'un des problèmes du big data, alors sur lequel beaucoup de gens travaillent, avec effectivement des problématiques d'intelligence artificielle, d'apprentissage par les ordinateurs, d'algorithmes, c'est d'arriver à faire sens de ce déluge de données et à arriver à les interpréter. Et ça, c'est encore très complexe et c'est une limite très claire à la prédiction à l'heure actuelle. Et puis, justement, ce troisième problème, c'est le problème de la complexité et c'est le problème de la compréhension de comment ces différentes informations interagissent entre elles et des niveaux d'interaction. Et c'est le problème, entre autres, de cette immense source d'informations qu'on n'est pas encore allé chercher, mais qu'on commence à peine à aller chercher, qui est l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des choses auxquelles vous êtes exposés dans votre vie et qui vont avoir également une influence considérable sur toute l'information dont on vient de parler. Donc l'information génétique ne suffit pas. Plus d'informations, plus de prédictions, ce lien n'est pas si évident que ça. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est prédire pourquoi faire. Quand bien même on arriverait à tout prédire de l'être humain, finalement c'est dans quelle optique ? Parce que, comme le disait Catherine, dans cette prédiction, il y a le fait d'anticiper, de l'idée qu'on va découvrir avant les maladies, avant même qu'elles apparaissent chez les individus, avant même qu'elles apparaissent chez les futurs enfants. C'est tout le diagnostic prénatal, le préconceptionnel, le diagnostic préimplantatoire, des choses qui se développent de plus en plus. Et donc, c'est prédire pour dire avant que la maladie arrive. Et puis, on parle aussi de dépistage de cancer à grande échelle. On dit, eh bien voilà, à 18 ans, vous irez chez votre médecin traitant et vous ferez faire votre génome, ou votre métabolome, ou votre microbiome. Et là, on pourra vous dire, à la fin, on sortira de la machine une liste de 10 ou 15 pathologies et on vous donnera des conseils vraiment précis, personnalisés, individualisés pour pouvoir éviter l'évolution de ces 10-15 maladies. Et donc, ce qu'on peut se poser comme question à l'heure actuelle, c'est est-ce que vraiment on a besoin de votre microbiome pour vous dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il faut faire du sport, qu'il ne faut pas fumer et qu'il ne faut pas boire ? Est-ce que vraiment je vais être capable de distinguer les gens qui fumeront toute leur vie et ne feront pas de cancer du poumon ? Est-ce que c'est vraiment une information qui est pertinente et dont j'ai besoin pour mettre en place des politiques de santé ? Et est-ce que ces politiques de santé, elles ne seraient pas moins coûteuses, plus efficaces ? Et est-ce que vraiment il faut être individualisé, personnalisé, toujours, tout le temps ? L'autre point, c'est quand c'est pas pour dire avant, pour anticiper, pour prévoir, c'est pour dire après. C'est pour prédire l'évolution de la maladie, c'est pour prédire aussi le type d'intervention qu'on va pouvoir faire. Et c'est l'essor des thérapies géniques, par exemple, pour donner un exemple parmi d'autres interventions technologiques qu'on peut prévoir. La thérapie génique, il y a eu des succès énormes et il y a des succès récents qui vont probablement aider à modifier le pronostic de certaines maladies, en particulier des bêta-thalassémies. Il y a les équipes de la Fondation Imagine qui ont fait de grandes avancées. Mais la thérapie génique, c'est quand même, je crois, c'est le New York Times qui disait en 2009, l'histoire d'un échec ininterrompu pendant 20 ans. Parce que quand même, avant d'arriver à un succès, il y a eu 20 ans de difficultés à prédire. Et la thérapie génique, c'est de se dire qu'on va essayer d'aller corriger un gène
défectueux. Alors déjà, évidemment, ça n'est que pour des maladies monogéniques dites simples, bien qu'on sache que les maladies monogéniques dites simples, c'est en fait très compliqué. Mais enfin, l'idée, c'est que quand vous avez une maladie qui est principalement causée par un seul gène, ce qui encore une fois est probablement jamais vraiment le cas, mais quand ça arrive à peu près, on pourrait mettre une forme de correction, il y a différentes manières pour corriger, mais on peut essayer de corriger ce gène, et une des manières, c'est de faire de la mutagénèse insertionnelle, et c'est de mettre des vecteurs qui vont aller permettre l'expression du gène manquant, par exemple, quand c'est un défaut d'expression du gène initialement. Et les premiers cas de thérapie génique, c'était à la fois un succès magnifique, parce que c'était pour les enfants bulles, qui avaient des déficits immunitaires gravissimes qui les empêchaient de sortir, parce qu'ils ne produisaient pas un gène qui produit ensuite tous les lymphocytes B et qui vous permet de vous battre contre les infections. Et donc les premières thérapies géniques, il y a eu cet immense espoir, et puis il y a eu 4 enfants sur 10 qui ont fait une leucémie parce que le gène qu'on avait inséré, et surtout la partie qui était censée booster l'expression de ce gène, est allée s'insérer devant des oncogènes, des gènes que nous avons tous, mais qui sont des gènes qui ont des rôles capitaux sur l'expression, et sur les grandes fonctions du génome, et qui peuvent éventuellement, quand ils sont surexprimés, être la cause d'un dérèglement et d'un échappement des cellules à l'apoptose, et ça peut donner des cancers. Et donc ces enfants ont fait des leucémies. Ce qui prouve bien que, dans ces interventions, notre capacité de prédiction de ce que nous faisons quand nous faisons ce type d'intervention est encore très faible, et qu'il a fallu encore bien des années de recherche pour être capable de dépasser ces limites-là. Voilà, donc il me semble qu'effectivement, tout prédire de l'humain, c'est encore loin, et il faut se méfier beaucoup à l'heure actuelle des mirages de l'information, et de cette idée que si nous avons plus d'informations, nous aurons plus de prédictions, et se demander pourquoi exactement nous voudrions utiliser ces prédictions, et quel type, et surtout le fait que si on va développer, c'est sûr, des tests génétiques et des systèmes de prédiction, c'est certain, d'une manière ou d'une autre. Mais ce seront du coup à partir d'informations choisies, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas utiliser toutes ces informations. Il va falloir faire des choix stratégiques, il va falloir décider qu'on va les tester que quelques gènes, que peut-être pas les gènes, mais peut-être le transcriptome, enfin avoir quelques informations parcellaires. Ce qui veut dire que toutes ces informations et toutes ces prédictions dont vous disposerez, elles viendront avec une incertitude. Et cette incertitude-là, il va falloir apprendre à nous médecins, les patients, l'ensemble des familles, apprendre à vivre avec, et c'est à mon avis cette éducation à la prédiction qui sera probablement essentielle demain. Voilà, merci beaucoup. Par la clarté de vos propos, merci infiniment. Et on n'a pas fait, il n'y a pas de biais de recrutement. C'est d'ailleurs, vous pourrez dire de suite, on a pris des intervenants qui cassent la machine d'emblée. Non, je trouve qu'il y a l'esprit critique, et je trouve que vous nous avez donné à comprendre des enjeux assez fondamentaux. Alors on va voir avec vous, Olivier Coutor, que la question des libertés individuelles, la question des discriminations sont des questions importantes qui se posent. Mais ce qui me frappe, c'est derrière toute cette idéologisation du devoir de prédire, du devoir de savoir, puisqu'on peut se poser aussi la question si à un moment donné on pourra ne pas savoir. Notamment, on nous considérera un peu irresponsables, et les assurances auront du mal à accepter le fait qu'on n'a pas su ce qu'on aurait pu éventuellement éviter en termes de prédictivité. Et comme laboratoire d'excellence qui travaillons sur l'anticipation de traitement pour la maladie d'Alzheimer, si vous êtes dans une famille qui a été touchée, c'est la même chose pour le BRCA1, BRCA2 en matière de cancer, au nom de quoi vous allez vous refuser, on en parlera, l'accès à ce savoir. Surtout si on vous promet que le fait de savoir vous permettra d'anticiper, voire de maîtriser. Voilà, c'est toutes les questions, en tous les cas, qu'on pourra poser. En tous les cas, un immense merci. Je mets quand même tout ça en parallèle avec la réflexion sur les neurosciences, sur l'intervention, sur le vivant, la capacité de contrôler, la capacité de maîtriser. Bref, c'est tout ce dévoilement de l'aventure de la génétique, avec derrière, et vous l'avez évoqué, l'eugénisme, avec toute la notion de tri embryonnaire, enfin tout ce qui se met en place et qui fait l'objet effectivement de débats en matière de bioéthique.